Salut cher réseau. Comme abordé dans la première vidéo de cette série, se connecter à un réseau type réseau public ou réseau d'entreprise, réseau pour les invités, ou enfin tout type de réseau, quel que soit le mode de déplacement, que ce soit chez votre client ou dans un bar, dans un hôtel, en coworking, il est très tentant de se connecter à ce type de réseau. On appelle ce genre de réseau bien souvent des DMZ. Alors qu'est-ce qu'une DMZ? Pourquoi est-ce que c'est dangereux de s'y connecter? Voyons tout ça en détail. Alors, DMZ, qu'est-ce que ça signifie? DMZ, c'est un acronyme anglais, un anglicisme, démilitarisé de zone. En français, zone démilitarisée. C'est un pan ou une partie de l'infrastructure de chez votre client ou de l'endroit où vous vous trouvez qui est mis à disposition des visiteurs afin qu'ils puissent travailler avec une connexion Internet. Voyons tout ça avec un schéma. Prenons l'infrastructure d'une entreprise avec une connexion Internet. Cette infrastructure contient ses serveurs, ses ordinateurs, des switches, bref, toute l'informatique interne à l'entreprise en question. Dans ce schéma, la DMZ serait une sorte de sous-réseau juxtaposé à l'infrastructure et connecté à Internet. L'objectif premier d'une DMZ est de fournir aux visiteurs un accès à Internet tout en protégeant son infrastructure. Pour faire simple, la seule défense mise en place ici est conçue pour empêcher tout ce qui est connecté à la DMZ d'accéder à l'infrastructure interne de l'entreprise. Dans la majorité des cas, la sécurité de cette zone et de ceux qui s'y connectent n'est pas une priorité pour l'entreprise. Comme évoqué précédemment, les DMZ sont bien souvent appelés des réseaux publics, réseaux invités, réseaux visiteurs, voilà. Bien souvent, ce sont également des Wi-Fi, sans mot de passe pour s'y connecter, avec peu ou pas de sécurité, et un seul moyen de vous authentifier, c'est une espèce de page formulaire HTML où on va vous demander de rentrer quelques renseignements. Quand vous travaillez en clientèle, il y a deux cas de figure qui se posent. Premièrement, premier que nous allons voir, votre client va vous proposer de se connecter directement à son infrastructure. En plus de vous indiquer que votre client a une très mauvaise gestion de la sécurité au sein de son entreprise, euh, nous allons voir ensemble pour quelles raisons il ne faut pas accepter ce genre de proposition. Prenons le cas de figure où votre client propose que vous vous connectiez à son infrastructure. Quelle que soit la méthode de connexion, filaire ou Wi-Fi, cela indique clairement que la sécurité informatique n'est pas une de ses préoccupations. D'un point de vue très pragmatique, votre client n'est pas censé savoir quel est votre niveau d'hygiène numérique et prendre le risque de compromettre sa propre infrastructure. De la même façon, rien ne vous prouve que son réseau n'est pas un véritable nid à virus. Le danger ici, c'est que vous repartiez avec un ordinateur qui soit infecté par un virus, par un malware, ou pire, par un ransomware. Pour peu que vous n'ayez pas de chance, il y a peut-être même un piratage en cours chez le client et vos données ont été volées. Voilà. Après, le client peut vous proposer de vous connecter à son réseau invité. Là aussi, c'est une fausse bonne idée. Voyons pourquoi. Dans le détail, il existe autant de manières de gérer une DMZ qu'il existe d'entreprises employant cette technologie. On peut tout de même dégager deux schémas récurrents. La première, celle que j'ai évoquée au début de cet épisode, est de configurer un réseau à côté de l'infrastructure du client. Avec cette méthode, les ordinateurs qui s'y connectent sont un minimum protégés de ce qui pourrait venir d'Internet. Par contre, il n'y a aucune garantie au sein de ce réseau. La seconde est de placer la DMZ en frontale, entre l'infrastructure et la connexion Internet. Cette façon est, bien souvent, plus simple à configurer. Elle donne aussi l'illusion de mieux protéger son réseau interne, car la DMZ est considérée comme un pot de miel. J'ai fait justement une vidéo, ici,
qui parle de ce qu'est un pot de miel. Un tour de magie pour expliquer un pot de miel. Il faut savoir que là, dans cette vidéo, je parle des données. Ça existe aussi pour tout, pour les infrastructures, pour absolument tout. On peut faire un pot de miel de tout. Voilà. Allez la voir, ça vous donnera quelques informations concernant ce qu'est un pot de miel. Revenons à nos moutons. Nous allons parler maintenant des réseaux publics. Alors qu'est-ce qu'on entend par réseau public? Les réseaux qui sont dans les restaurants, les réseaux, ce qu'on appelle bien souvent aussi le Wi-Fi gratuit, dans les restaurants, les hôtels, les lieux de passage, les gares, quoi d'autre, bref, tous ces réseaux que l'on met à votre disposition. Ce sont des réseaux qui sont bien souvent assez peu sécurisés, comme on l'a déjà dit, avec un simple formulaire pour s'y connecter, pas de mot de passe, peu de sécurité, bref. Encore une fois, plus c'est facile de s'y connecter, plus c'est facile de s'y connecter. J'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais réfléchissez bien à ça. Il y a également une fonctionnalité dont on n'a pas parlé dans le domaine du Wi-Fi, c'est qu'une borne Wi-Fi, un point d'accès Wi-Fi, diffuse l'ensemble des données dans toutes les directions. On parlera ici d'un mode hub, contrairement à un mode switch. Voyons ça en détail. Pour expliquer la différence entre le mode hub et le mode switch, il faut remonter 30 ans dans le passé, quand le réseau n'était que filaire. À l'époque, les réseaux locaux étaient constitués d'un hub et d'ordinateurs connectés. Si un des ordinateurs voulait communiquer avec un autre, il envoyait ses trames sur le réseau et le hub les renvoyait à tous les autres. C'est le système installé sur les ordinateurs qui faisait en sorte que seul le destinataire du message tenait compte de cette communication. Cette méthode est appelée mode hub et générait deux problèmes. Un trafic inutile et la possibilité pour une personne mal intentionnée d'écouter sur le réseau et de récupérer les messages envoyés à quelqu'un d'autre. Vers la fin des années 90, on a vu se démocratiser des hubs intelligents, appelés switch. Pour faire simple, ils enregistraient quel ordinateur était connecté à quel port et ne diffusaient les messages qu'au destinataire. La communication entre l'émetteur et le récepteur ne pouvait pas être interceptée par une simple écoute du réseau. Pour le Wi-Fi, puisqu'il n'y a pas de fil et que les communications se font par ondes radio, on peut parler ici d'un mode hub. Il est diffusé dans tout le rayon d'émission du point d'accès. Une personne mal intentionnée, avec des logiciels spécifiques, peut écouter ce trafic réseau. Comme évoqué précédemment, le niveau de sécurité de ces réseaux n'est pas une priorité et le chiffrement peut être obsolète, donc vulnérable. Maintenant que je vous ai mis le moral dans les chaussettes, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Le tout premier conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est bien évidemment ne vous connectez pas autant que possible à un réseau dont vous ne savez absolument rien. Vous ne savez pas comment il est géré, vous ne savez pas quel est le niveau de sécurité, vous ne savez pas qui est connecté dessus. Ne vous connectez pas à ça. Préférez au maximum utiliser les données mobiles de votre téléphone et avec une connexion partagée sur votre ordinateur. Même, j'irai jusqu'à vous dire que d'utiliser les fonctionnalités de modem USB de votre système, c'est-à-dire brancher votre téléphone sur le port USB de votre portable, afin que la connexion entre votre ordinateur et votre téléphone ne soit pas piratable. Après, il s'agira de données mobiles. C'est quand même relativement sécurisé et beaucoup plus difficile à intercepter et à décoder. Ah oui, si votre téléphone ne passe pas, oui, effectivement, vous avez besoin d'une connexion Internet. Et vous pouvez vous y connecter, mais il y a quelques règles de sécurité à suivre. La première, utilisez un VPN. Le VPN, même si vous utilisez ce que l'on appelle des VPN privés ou des VPN commerciaux, ça permettra au moins de sécuriser les données
partant de votre ordinateur et sortant de l'entreprise. Le plus grand conseil serait de vous inciter à installer chez vous, dans votre entreprise, un petit serveur VPN qui vous permettrait en fait de vous connecter depuis l'extérieur et donc de pouvoir sécuriser les données au moins comme si vous étiez au bureau ou chez vous si vous êtes un indépendant. Deuxième conseil, par rapport à ça, assurez-vous que l'ensemble des logiciels de protection et de vos systèmes soient à jour. Alors ça, c'est pas un conseil qui n'est que pour les déplacements ou que pour ce cas de figure-là. Il faut toujours s'assurer que son système, son antivirus, son firewall, tous les logiciels que vous utilisez sur votre ordinateur soient à jour. Déjà, ça limitera le nombre de failles exploitables et ça évitera pas mal aussi de surfroide. Dernier conseil, pour moi c'est une évidence, mais j'aime bien dire, ça va sans dire, mais c'est tellement mieux en le disant. Assurez-vous que votre antivirus et que votre firewall soient actifs. Eh ouais, ça sert à rien d'avoir un logiciel à jour s'il n'est pas actif. Alors oui, effectivement, les ransomware et les nouveaux virus et les 0D sont capables de bypasser ce genre de sécurité, les nouveaux antivirus. Mais bon, au moins vous êtes sûr que tous ceux qui utilisent des technologies un peu dépassées ne pourront pas accéder à votre ordinateur. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. En conclusion, je vous dirais que malheureusement, ces réseaux publics, les réseaux que l'on met à votre disposition, même en milieu professionnel, doivent être considérés comme des milieux hostiles. Je vous dirais également qu'en 25 ans de prestations, j'ai appris qu'il ne fallait pas forcément faire confiance au prestige de l'enseigne qui vous reçoit pour avoir confiance dans le réseau. J'entends par là que c'est pas parce que vous travaillez pour un gros client qu'il va avoir une grosse sécurité. Malheureusement, comme dans beaucoup de milieux, surtout plus le milieu est important, plus la société est prestigieuse, plus les coûts en sécurité sont importants. Et malheureusement, ce sont des budgets dans lesquels certaines grosses boîtes font des tailles assez fréquemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre en commentaire si ça vous a été utile et quels sont les sujets que vous aimeriez voir abordés ici sur cette chaîne. La prochaine fois, nous parlerons des bons réflexes à avoir dans le cas où on se fait pirater. Oui, parce que en cybersécurité, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que celui qui vous promet la sécurité à 100%, c'est un menteur en plus d'être un escroc. Donc, notre travail aux professionnels de l'informatique comme moi, c'est de vous préparer au maximum à éviter les piratages et quand ça vous arrive, être prêt à réagir comme il le faut. Donc nous verrons dans la prochaine vidéo les réflexes à avoir, les premiers réflexes à avoir en cas de piratage. En attendant, soyez vigilants, protégez-vous. Ciao!